Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. Vous êtes un râleur? Oui, ça m'arrive souvent. Ouais, vous râlez? Vous râlez pourquoi dans la vie? Beaucoup de choses. Déjà, il y a des raisons parfois personnelles de râler. Oui. Et puis, oublions le personnel. Voilà. Non, mais en politique, il faut, comment dirais-je, être. Vous savez, je pense au livre de Stéphane Hessel. Indignez-vous. Faut s'indigner. Ouais. Voilà. Bon, râler. Si c'est râler négativement, ça sert pas à grand-chose. Ouais. Si c'est une indignation, et moi, comme vous, hein, sans doute, et comme beaucoup de gens, franchement, quand tu vois des gosses dans la rue, des gens pauvres, tu vois des inégalités, t'as le sentiment là que, d'un point de vue écologique, la planète va pas bien et qu'aucune mesure est prise. Il faut râler. C'est un moteur. C'est beau d'avoir un peuple, et je vois bien vers quoi vous voulez m'amener, qui est un peuple qui n'est pas passif. Vous savez, je vais vous dire, je vais citer Machiavel, mais Machiavel qui dit des choses intéressantes. L'inertie des peuples est la forteresse des tyrans, d'accord? C'est d'abord quand les peuples sont inertes que les plus grands régimes, comment dirais-je, autoritaires peuvent exister. Il est utile, il est beau que nous ayons un peuple français exigeant qui est prêt à manifester pour des choses. Il faut pas s'en plaindre, il faut en faire une énergie. Après, il y a des gens qui se plaignent, à tort, trop souvent dans ce pays. Je pense notamment au patronat français, qui passe son temps à se plaindre, qui trouve qu'il y a trop de règles, le code du travail est là. Et ceux qui se plaignent des 80 km/h, vous en pensez quoi? Sincèrement. Écoutez, moi, c'est un débat compliqué. Finalement, on est arrivé à se dire que ça cassait les pieds dans beaucoup d'endroits. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'investissement pour améliorer les routes, bien souvent, qui sont faits. Le problème, c'est que ça retombe souvent sur le dos de ceux qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler, etc. Et vous râlez contre les 80 km/h lorsque vous êtes au volant? Il y a un débat public. Bon, moi, je respecte la loi. Non, mais c'est pas le sujet majeur. Mais non, cette affaire-là. Non, c'est pas le sujet majeur. Et en même temps, lorsqu'Emmanuel Macron se déplace comme à Colombey, les deux églises, lorsqu'il commence à discuter avec les gens, on lui parle de quoi? On lui parle des retraites. Mais et non, on lui a parle raison. des 80 km/h. On a raison. Mais on lui parle de deux choses. Oui, non, mais d'accord. Les retraites, les 80 km/h. Vous n'êtes pas, ni moi d'ailleurs, un provincial qui est amené à prendre. Moi, je suis provincial. Non, mais j'entends bien. Oui, non, mais parisien, je sais. Moi, je suis de Béziers, moi aussi. Non, mais je sais, on est du sud. Non, mais je veux dire. Non, mais moi, j'y suis sans cesse. D'accord, mais vous prenez pas le matin votre voiture pour aller travailler. Et pour beaucoup de gens, ça leur fait perdre du temps parce qu'ils sont amenés souvent, par ailleurs, à des boulots, des précaires, etc. Ou du moins, il y a des temps partiels. Faut aller faire des allers-retours. Ça complique la vie. Sur les retraites, il y a un vrai sujet tout de même, qui est que, notamment en raison, il y a l'augmentation de la CSG, vous en avez déjà parlé. Il y a la désindexation des retraites jusqu'à 2020 qui fait que vous allez avoir des gens qui vont perdre du pouvoir d'achat. Il y a des petits calculs. Une pension de retraite de 2000 € par mois, à la fin de l'année, on va perdre 219 €. 1300 € de pension de retraite, on va perdre 160 €. À juste raison, bon sang, vous pouvez avoir des gens qui, lorsqu'ils s'adressent au président de la République, lui dire, Monsieur le Président, vous avez jugé utile de supprimer l'ISF qui concerne les plus fortunés, vous leur rendez près de 5 milliards d'euros, et nous, les petits retraités, vous baissez notre pouvoir d'achat et nos pensions, ce n'est pas acceptable. Et là, le président de la République, il faut qu'il comprenne que il n'est pas monarque, vous savez, où le simple contact du roi, comme à l'époque, va guérir les problèmes. Il est très tactile, monsieur le président de la République, mais il faut qu'il écoute. Et surtout, comment dirais-je, l'idée qu'il faut changer le peuple plutôt que sa politique est un peu amusant, parce qu'il est souvent là-dessus, Emmanuel Macron. Il aimerait que les gens changent. Bon, moi je répète, le fait que nous ayons en France cette habitude d'être exigeants, manifestants, si je puis dire, protestataires, est une bonne chose, mais à condition que ça se équilibre, quoi, si je comprends bien. Je vous dis, il y a un pouvoir et si vous étiez au pouvoir, vous trouveriez normal qu'on vienne contester, protester, râler contre votre politique, évidemment. J'espère que ça aurait lieu le moins possible. Mais je répète, vous savez, qui proteste là encore? Le patronat français passe son... Parce que j'entends, d'un côté, il y a cette petite phrase du président de la République, prononcée pourquoi? Spontanément ou par calcul, et puis de l'autre côté, il y a l'opposition qui est allée, ça y est, on est parti dans le mépris. Cette petite polémique qui... Non, mais les Français en ont assez de ça. Sans doute, oui, vous avez raison. Sur le fait que si on parle que de ça, mais il y a un trait, moi ce qui m'intéresse, on va parler 60e anniversaire de la 5e République. Tiens, j'allais vous en parler. Il y a un côté justement où c'est le monarque présidentiel qui se permet bien souvent d'avoir une attitude un peu condescendante vis-à-vis de son peuple, qui trouve que ça proteste trop dans le pays, etc. Il faut qu'il fasse attention. Au bout d'un moment, il y a une forme de mépris, d'arrogance là-dessus. C'est la même discussion, je vous écoutais dans la voiture en venant, vis-à-vis du chômeur. Je suis très heureux que ce jeune chômeur ait trouvé du boulot, c'est formidable. Il y a eu une polémique. Oui, mais parce que le président de la République lui a dit, vous traversez la rue, vous trouverez du boulot. Ce jeune chômeur, il a trouvé du boulot en combien de temps? Tant mieux, mais sans doute, en plus parce qu'il était le chômeur auquel Macron avait dit. Il a trouvé du boulot, c'est l'essentiel. Mais quand on est président de la République, on ne peut pas faire croire que le problème du chômage, c'est que les chômeurs ne se bougent pas assez le train, pour être poli, pour trouver du boulot. Il y a 300 000 offres d'emploi chaque année qui ne sont pas pourvues, alors
qu'il y a 2,5 à 3 millions de chômeurs de longue durée et 5 millions de gens qui subissent le chômage. Donc, quand bien même tout le baisse, hein. Oui, d'accord, ça dépend quelle catégorie de chômage. Mais j'ai même pas envie de polémiquer là-dessus. Mais quand on est président de la République, on ne doit pas, parce que la parole d'un président de la République a une certaine puissance, on ne doit pas sous-entendre face à un chômeur que le problème c'est que vous ne cherchez pas assez. D'autant qu'il faudrait s'interroger, peut-être que vous l'avez fait, sur pourquoi des offres d'emploi ne sont pas pourvues. Souvent parce qu'elles sont mal formulées, mal rémunérées, totalement absurdes, et voire même que des gens font des offres d'emploi, mais lorsque vous y allez, ils vous disent finalement non, on n'est plus intéressé. Alexis Corbière, hommage au général de Gaulle, donc à la Ve République, c'était hier à Colombey les deux églises. La croix de Lorraine ajoutée au blason de l'Élysée, ça vous... J'ai trouvé que ça s'imposait pas. Voilà. Ah bon, et pourquoi ? Parce que, alors je vois le débat qui vient, parce que c'est un signe nécessairement quand même religieux. Voilà, alors on va me dire c'est un signe historique. Alors moi je pense Emmanuel Macron n'est pas gaulliste, hein, c'est la croix de Lorraine est un symbole qui a été mis par le général de Gaulle comme symbole de la résistance. Jusque-là, il n'y était pas dans les armoiries, on va dire, de la République. Je vois pas très bien pour quelle raison il faudrait rajouter ce symbole. Bon, moi je me suis exprimé, je sais plus sur quelle occasion, sur les réseaux sociaux. Je préfère qu'on reste à toute une série, une symbolique républicaine. Rajouter celle-là me semble être un petit peu... Phrygien, quoi. Mais pourquoi pas, c'est magnifique le bonnet phrygien. Oui, vous savez que c'est le symbole d'émancipation. Le bonnet, c'était l'esclave qui le portait dans l'Antiquité. Exactement. Et vous voulez passer à la 6e République. Oui. Mais pourquoi ? Je comprends pas. Parce que cette 5e République est morte pour vous. Elle est à bout de souffle. Il y a un problème. Aux dernières élections législatives, par exemple, un électeur sur 2 n'est pas venu voter. Il faut pas laisser ça dans l'angle mort. Ceux qui nous écoutent, vous savez, souvent, ne vont plus voter. Pour quelle raison ? Ils ont bien raison. Ils ont le sentiment qu'ils ont été trahis. Ils ont le sentiment qu'ils ont voté pour des gens qui, une fois qu'ils étaient en responsabilité, ne faisaient pas ce pourquoi ils ont été élus. Ils ont le sentiment d'avoir été considérés comme un citoyen de seconde zone entre les élections, alors qu'ils avaient une opinion qui devenait totalement différente de ceux qui les dirigeaient. Bref. Je pense qu'on est dans une situation où ce pays, moi c'est en plus la leçon que je tire à l'élection présidentielle, est dans un état de grande agitation. C'était le point de départ de notre discussion. Il y a une colère, etc. Il faut se refonder d'un point de vue républicain, d'un point de vue civique. Et nous, ce que nous avons proposé avec Jean-Luc Mélenchon, c'est cette idée de convoquer une assemblée constituante, qui est un grand débat constituant dans le pays. C'est-à-dire qu'il y aurait, on maintiendrait actuellement l'assemblée telle qu'elle est, mais en plus, il y aurait une assemblée constituante, on élirait des députés constituants pour savoir quelle nouvelle constitution nous venons. Députés en plus, quoi. Il y aurait, et qui travailleraient. Déjà beaucoup, hein. Non, mais le temps de rédiger une constitution, qu'on puisse discuter. Vous avez votre opinion sur quel type de constitution. Moi, je peux avoir la et qu'on rediscute. C'est quoi l'intérêt ? Qu'on discute de quels sont les droits nouveaux que nous voulons. Moi, je suis pas un député qui veut des droits pour les députés. Je m'en fous. La situation d'un député, en vérité, en France, elle est très bien. Elle est beaucoup plus agréable que n'importe qui. Le problème, c'est le citoyen. Moi, notamment, je propose l'idée qu'il y ait le droit de révoquer les élus, le droit de rappeler les élus, qui est un droit qui pourrait être encadré. Un certain nombre d'électeurs demanderaient, notamment pendant la Révolution française. Ça existe dans certains États aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays. C'est pas une idée incroyable. Ça permettrait quoi ? De faire un cercle vertueux où lorsque vous êtes élu, vous avez encore la pression de ceux qui vous ont élu. D'accord ? Vous n'êtes pas rendez-vous dans 5 ans comme actuellement le président de la République et jusque-là je fais ce que je veux. Ça créerait un cercle vertueux et ça amènerait à ce que le citoyen soit un citoyen adulte, y compris entre deux élections. On pourrait mettre la règle verte, par exemple, qui fait qu'on peut pas mettre en place une industrie qui détruit la planète plus que ça le reconstruit, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'occasion de ce grand débat, ce serait l'occasion de se dire pourquoi nous, les Français, on veut vivre ensemble. Sur la base de quelles règles ? Je suis pour que nous soyons un peuple civique. Et vous verrez que ça ferait du bien. Là, actuellement, on continue sur la Ve République, qui concentre énormément de pouvoir sur un président de la République. Du fait du quinquennat, l'élection législative qui suit, c'est dans le souffle de l'élection présidentielle que vous êtes élu. Je m'en cache pas. Moi, je suis élu parce que j'avais le label Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Et les 310 députés en face sont élus parce qu'ils avaient le tampon Emmanuel Macron. Franchement, les gens se disent, c'est Monsieur X, en l'occurrence Macron, qui est élu. On va voter pour ses amis. Oui, mais ça, c'est pas bon. Parce que ça amène une distorsion de la représentation nationale. Et moi, je ne crois pas que les Français... Donc, vous voulez cela depuis Jean-Luc Mélenchon avait déjà posé ses idées pendant la campagne présidentielle. Mais bon, ça n'avance pas, quoi. Vous allez déposer quelque chose, vous allez... non. Écoutez, c'est à l'occasion, notamment en France, du débat présidentiel et du débat législatif qu'on peut porter ça. Dans 3 ans, vous allez Jean-Jacques Bourdin, moi, je continue à plaider ma cause, si je puis dire, à faire avancer une idée. Et je trouve que... Non, mais surtout, il faut pas, comment dirais-je, banaliser la crise politique, notamment même à travers l'affaire Collomb, l'affaire Benalla. Tout ça, c'est le présidentialisme pourrissant. C'est-à-dire qu'en vérité, quand vous regardez l'affaire Benalla, c'est l'effet de cour, parce qu'il est proche du président de la République, il peut se permettre de faire des choses qui sont, où les policiers n'osent pas le remettre en cause parce qu'il est en proche du président, etc., etc. Tout ça est une boîte noire, on comprend pas très bien ce qui se passe à l'Élysée. Il y a des conseillers qui sont hors radar, qui sont à l'Élysée, et je pourrais continuer la liste. Bon, là, il y a un problème dans lequel le citoyen est tenu à distance. Le pouvoir d'achat des Français. Parlons du pouvoir d'achat des Français. L'Assemblée nationale
nationale a adopté des mesures pour encourager l'épargne salariale. Vous êtes pour, j'imagine. L'épargne, pas trop, hein. Pas trop, non. Participation, intéressement, c'est pas trop non, votre truc. C'est un peu dangereux. Moi, je suis pour augmenter le pouvoir d'achat, augmenter les salaires. Tous ces systèmes d'épargne salariale sont parfois un peu dangereux. C'est De Gaulle qui avait mis en place la participation, hein. Oui, mais il faut faire attention à ce que souvent derrière le mot participation. En 1967. C'est pas d'ailleurs ce qui a été le plus heureux parce que ça a amené après des petites difficultés. Enfin, c'est un système collectif. Qui permet quand même aux salariés de récolter les dividendes du travail et la réussite de son entreprise, non? Oui, mais ça peut amener à ce qu'après, vous savez, vous liez le sort. Pourquoi être contre? Je comprends pas. Non, mais parce que pour quelle raison on serait pas tout simplement sur un système d'augmenter les salaires? Quel est le problème souvent dans des entreprises qui font du profit? Faut voir exactement dans le détail de ce que vous racontez. Mais attendez. De ce que vous décrivez. Il y a 70% des entreprises de plus de 250 salariés qui ont recours à la participation ou à l'intéressement. Le problème, c'est que les petites entreprises ne peuvent pas. Oui. Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas? À cause du forfait social. Vous y répondez vous-même. Attendez. Pourquoi vous m'embarquez là-dessus, si je puis dire? Moi, je vois plus grave. Parce mais je veux bien. Oui, mais actuellement, parce que c'est une façon de donner du pouvoir d'achat. Attendez, c'est la loi Pacte, d'accord? La loi Pacte, elle prévoit. Mais vous savez que c'est dans le cadre du projet de loi Pacte, hein? Oui, j'entends bien. Mais sur la loi Pacte, je vais vous parler de ce qui s'est passé hier soir, parce que là, vous m'embarquez sur l'épargne salariale. Non, pardon. Enfin, je vous demande pourquoi vous êtes contre. Parce que je répète, c'est du pouvoir d'achat donné aux Français. Sur une entreprise qui fait du profit, je pense qu'il faut plutôt que de reverser une part plus importante de dividendes aux actionnaires, tels que nous sommes les champions d'Europe, il serait bon d'augmenter les salaires. On reverse une part plus importante du profit de l'entreprise aux salariés. Oui, mais qui est souvent lié justement au profit et qui peut fluctuer selon les difficultés, d'accord? Qui peut amener d'ailleurs à ce que parfois certains salariés sont intéressés à ce qu'il y ait des plans de licenciement. C'est vrai qu'il y a pour beaucoup de salariés, c'est important. Mais je sais bien parce que les gens, la participation à l'intéressement. Mais je sais bien, oui, mais sauf que la participation à l'intéressement, elle peut amener par exemple à ce que certains salariés vont dire, il faut accepter le fait que nous coupons telle ou telle filière, nous allons faire un plan de licenciement et ça va rapporter à d'autres dans le cadre de l'épargne salariale. Vous voyez le caractère pervers que ça peut amener. Donc c'est ça sur lequel je me méfie. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je veux dire sur la loi Pacte parce que non pas que je fuis la discussion, mais puisque c'est dans le cadre de cette loi. Hier soir, et on est là-dessus, il y a la privatisation aujourd'hui qui est en cours des aéroports de Paris, Engie et la Française des Jeux. Et moi je voudrais dire un mot parce que hier je me suis élevé très fortement contre la privatisation de la Française des Jeux. Il y a un grave problème. Je ne suis pas d'accord et je pense que les Français doivent entendre que premièrement, il est absurde que l'on privatise les 3 entreprises que j'ai décrites qui rapportent beaucoup d'argent déjà, à peu près 850 millions chaque année à la recette publique. Et là, l'idée, c'est qu'on va les privatiser. L'argent que ça va rapporter, on va le placer dans un fonds d'investissement qui, à arriver, va rapporter moins d'argent que ce que actuellement ces 3 entreprises nous rapportent. Déjà, c'est absurde. Deuxièmement, concernant la Française des Jeux, je voudrais dire un mot. Ça n'est pas neutre, le fait que désormais, ce monopole public va passer entre les mains d'un groupe privé. Nous avons un problème de santé publique, d'addiction aux jeux. Savez-vous que chaque année, il y a 40 000 personnes qui perdent leur emploi en raison d'une addiction aux jeux? Savez-vous que les joueurs que l'on considère à risque, sont passés de 2011 à 2018 de 400 000 à 1 million aujourd'hui? Qui a encouragé ça? L'État? C'est la raison pour laquelle moi je suis pas pour aller encore plus. Mais on est d'accord sur le fait qu'à la s'il y a un problème d'addiction, c'est à cause de l'État. Oui, d'une évolution. Non mais vous comprenez bien, Jean-Jacques Bourdin. Je comprends pas votre raisonnement. Mon raisonnement, c'est que plutôt que il y a des lois qui seront fixées, j'imagine, pour limiter, je ne sais pas, vous pensez le que jeu. Quand on privatise précisément que c'est le privé par définition, son but c'est de faire plus de profit, donc il va généraliser des produits sur la base des faits que je donne. Là où vous avez raison de me prendre à contre-pied, c'est de dire quelle conclusion il faudrait tirer de tout ça. Il faudrait tirer le holà, dire stop. Il y a une évolution notamment à travers les smartphones de toute une série de jeux qui posent un problème. Donc la logique devrait être de dire mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est 1 million de personnes actuellement de Français qui sont des joueurs à risque, ces gens qui perdent leur emploi, cette situation de surendettement que l'on observe en raison du jeu, et notamment même des cas de suicide, etc. Ça devrait nous amener à dire on réduit un peu la voilure plutôt que d'aller dans une course en avant vers une privatisation. Je le dis avec gravité, je pense qu'en plus on est d'accord, c'est que notamment les plus jeunes aujourd'hui et les gens en grande difficulté, toutes les études sociologiques démontrent que plus on est pauvre, plus on joue pour essayer d'améliorer son petit quotidien, et franchement, ce type de société libre donnée en plus entre les mains de groupes privés, je suis très inquiet. Alexis Corbière, vous avez brandi à l'Assemblée lorsqu'Emmanuel Valls est venu dire adieu, vous avez brandi au revoir une pancarte bon débarras. C'est pas très élégant, hein. Non, vous savez pas, le but n'était pas d'être élégant. Bon. Le but n'était pas
Parce qu'il avait changé de circonscription, parce qu'il avait lâché... Pas du tout, c'est que c'est un homme particulièrement brutal, qui nous a insultés à plusieurs reprises, exactement 1 an auparavant à l'Assemblée nationale. Quand on dit de moi, ou de Jean-Luc Mélenchon, que nous sommes sur les thèses d'Alain Soral, que nous sommes des antisémites, que nous sommes liés à l'islamisme radical, quand on dit de ça de moi, ou de Jean-Luc, ou de tous mes amis, c'est une injure insupportable, indigne d'un Premier ministre. Il l'a dit même à l'Assemblée nationale. Et à cette époque-là, peu de gens se sont indignés. Moi, je vois très bien la musique qui dit, en disant que nous sommes des élus de Seine-Saint-Denis, que notre clientèle, parce que beaucoup d'habitants de Seine-Saint-Denis sont de confession musulmane, nous serons en quelque sorte entre les mains de l'islamisme radical. Ce délire auquel a participé Manuel Valls, méprisant, je ne le supporte plus. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Dans votre circonscription, il y a de l'islamisme radical. Assez peu. À Montreuil-Saint-Denis, oui, mais ça existe, le phénomène est là, sans doute. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire que de considérer que nous serions complaisants vis-à-vis de l'islamisme radical, que je serais antisémite? Pour des raisons électoralistes? Non, admettez que c'est injurieux, c'est insupportable. Lui-même n'y croit pas, Manuel Valls. Alors, cet homme, pendant 1 an, il ne siège pas, d'accord? Qui me raconte pas d'histoire. À votre micro, il a dit l'inverse. Je dis, puisque j'ai bien vu l'échange que vous avez avec lui, Monsieur Valls, vous êtes un menteur. Vous ne fichiez quasiment pas les pieds à l'Assemblée nationale. Et vous êtes même en quelque sorte, vous avez vendu la mèche en disant, regardez, le mercredi, à l'occasion des questions au gouvernement, je suis là. Oui, c'est vrai que le mercredi, quand il y a la télé, il vient. Mais après, il n'est pas là. Bon, et je termine. Il fait un choix politique. C'est son choix. Mais il continue la vie politique. Il se serait retiré. J'aurais eu une attitude différente. Il aurait dit, je vais pas donner cours à l'université, très bien. Là, il continue le combat contre Ada Colau à Barcelone, qui est une amie politique. Donc, il va être le candidat de la droite, du patronat catalan, contre Ada Colau, qui est une militante du droit au logement. Moi, je dis, franchement, bon débarras et je te souhaite une gamelle électorale. Voilà. Bon. Et je n'aurais pas dit la même chose. Quand Yves Gégaud, par exemple, s'est retiré, qui est un homme de droite, je l'ai salué. Et je veux dire, mon problème n'est pas le désaccord politique et le respect que je dois à des adversaires. Mais lui, particulièrement, qui nous a injurié et qui a injurié les Français, qui a fait le 49-3, la loi El Khomri, qui a passé son temps à chercher à diviser. Franchement, je n'apprécie pas politiquement ce qu'il a fait et je vais pas me lever. Je termine pour qu'on comprenne. C'est pas, on a dit bon débarras parce que les En Marche ont voulu lui faire une standing ovation, c'est-à-dire tous debout à l'applaudir. Franchement, cette caste qui s'auto-célèbre, oh Manuel, comme tu es merveilleux, etc. Non, on participe pas à ça. Bon, je vais terminer avec l'Aquarius, qui sera bientôt à Marseille, sans migrants à bord. Si le Panama lui retire son pavillon, est-ce que la France doit lui offrir son pavillon? Oui, peut-être. Surtout, ce qu'il faut, c'est que peut-être oui ou non. Oui. Ce que je veux dire, mais la France doit lui offrir son pavillon. Il me semble surtout qu'on arrête de comment dirais-je. C'est beau ce que fait l'Aquarius. C'est une réponse infinitésimale par rapport à un problème. Oui. Mais qu'on arrête un peu de considérer que il y aurait 250 bougres sur un bateau remettrait en cause un continent européen de 450 millions d'habitants. Alors il faut prendre à bras le corps. Deux questions que vous allez me dire. Voilà. Le fond de votre pensée. La pétition Sauvons l'Aquarius et le sauvetage en mer. Plus de 100 000 signatures, vous avez signé? Oui, je crois, oui. Bon. De la SOS Méditerranée. Pour l'accueil des migrants. C'est une pétition, oui, je suis plutôt favorable. Pour l'accueil des migrants, le manifeste pour l'accueil des migrants des partis de gauche, vous n'avez pas signé? Non, on l'a pas signé probablement mais il y a des tas de braves gens qui la signent. En plus, c'était un appel de personnalité. Mais vous en avez marre de voir une partie de la gauche vous accuser d'être peut-être plus proche du Front National que... Alors, je m'amuse. Bon, voilà. Quand il y a eu le débat loi asile et immigration à l'Assemblée nationale, c'est nous qui étions au premier rang et souvent les seuls à porter le fer contre cette loi inique qui permet aujourd'hui notamment qu'on place des enfants dans les centres de rétention, etc., etc. Donc on n'a pas, se faire entendre donner la leçon par certains, ça m'amuse. Notamment, je vois même que parfois Benoît Hamon se permet de dire beaucoup de choses. Je rappelle, et en plus j'ai plutôt de bonnes relations avec Benoît Hamon, mais qu'il y a 4 ans, Benoît Hamon justifiait l'expulsion d'une collégienne de 14 ans, s'appelait Leonarda, par la police vers l'étranger sur temps scolaire, ce qui est pas très digne. Donc il a, je veux dire qu'il arrête, qu'il se rappelle au moins de ce qu'il a fait dernièrement, en essayant de faire croire qu'il est un personnage qui devrait donner la leçon, en particulier à la France Insoumise, sur ces questions-là. On va prendre les choses clairement. Il y a un sujet que nous voulons poser sur la table. Petit 1, oui, droit d'asile, oui évidemment, notamment le fait que quand il y a des travailleurs en situation irrégulière en France, il vaut mieux les régulariser plutôt qu'ils servent, comme ça, d'une concurrence, etc. Là-dessus, on n'a pas changé. Par contre, nous voulons poser le débat des causes des migrations. On peut discuter de ça. Est-il, aujourd'hui, en 2018, devons-nous être passifs devant le fait que 258 millions de gens à travers le monde fuient leur pays en raison des règles, des guerres, des dérèglements climatiques, des traités de libre-échange? On peut réfléchir là-dessus. Je reviens du Mali et du Niger, à l'occasion de missions parlementaires. Il n'y a plus d'État malien. L'État malien est totalement failli. Vous avez des régions entières, notamment toute la région du Nord, où des bandes armées sont en capacité de prendre le contrôle de la situation. Est-ce qu'on aide à la reconstruction de ces pays? Est-ce qu'on aide à faire en sorte qu'on n'ait plus un rapport néocolonial par rapport à ça, que les gens puissent rester chez eux, puissent vivre chez eux? Est-ce qu'on travaille à ça ou est-ce qu'on dit tout ça ne m'intéresse pas? Vous voyez, ce qui est absurde. Donc nous tenons à avoir la seule position cohérente. Et c'est peut-être
un désaccord, une différence avec certains, mais nous, on n'a pas de problème là-dessus. Merci Jean-Jacques Bourdin. Merci Alexis Corbière d'être venu nous voir, il est 8h56.